Ahoy, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadela Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Alors aujourd'hui, on est avec Céline de Stop TCA sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Bonjour, donc moi c'est Céline, j'ai 28 ans, je suis la fondatrice de Stop TCA. J'ai un background dans le management hôtelier de luxe et en tant qu'ancienne patiente et justement fondatrice de cette plateforme Stop TCA, ça me tenait à cœur de faire une formation qui est un DU en éducation thérapeutique du patient. D'accord, ça consiste en quoi exactement ? Donc c'est un diplôme universitaire. Pour ma part, je l'ai passé à la Sorbonne à Paris 13. Et en fait, c'est un diplôme qui te permet de mettre en place des programmes thérapeutiques. Donc durant cette année scolaire, il y a aussi bien des patients que des professionnels de santé qui travaillent ensemble au profit du coup des patients ou des personnes qu'on peut être amené à accompagner. Et ensemble, on construit des programmes thérapeutiques qui correspondent parfaitement à la situation actuelle du patient en prenant vraiment en compte toutes les contraintes, donc contraintes X et Y auxquelles le patient ou les personnes qu'on a amené à accompagner peuvent être confrontés. Ça permet de vraiment entrer au cœur des problématiques de chacun pour les aider au mieux. D'accord, du coup tu disais ancienne patiente, donc t'as bénéficié de ça du coup ? Non, malheureusement, je ne connaissais pas ce programme jusqu'à il y a 3 ans. J'aurais adoré justement avoir ce genre de séance-là. J'en ai pas eu, mais je suis convaincue. Du coup, ça peut vraiment aider les personnes. D'accord. Et du coup, quand je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture, tu m'as dit qu'il était normal aujourd'hui. Comment il était avant ton rapport à la nourriture du coup ? J'ai souffert de TCA en fait pendant plus de 15 ans. Et ça a commencé quand j'avais 9 ans. Que je me souvienne, j'ai jamais eu des repères alimentaires qui me convenaient. Et pour les parents, c'est quand même très compliqué de faire avec un enfant qui souffre de TCA. Donc mes parents savaient pas trop comment gérer la situation. Donc je mangeais un peu comme je voulais. Et du coup, j'essayais de gérer selon mon mood du moment, selon la situation du moment. Et donc parfois, j'avais une alimentation qui me convenait. Et puis hop, je retombais dans mes travers. Je crisais, je jeûnais. J'avais des aliments, les aliments à bannir. C'était des contraintes que je me fixais. C'était vraiment très compliqué cette relation que j'avais avant. Ouais. Et pourquoi du coup tu avais cette relation compliquée à la nourriture ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Beaucoup de problématiques que j'avais pas gérées pendant mon enfance, mon adolescence, et ça a fait effet boule de neige. Je sais pas la cause particulière à mes 9 ans. Enfin, je faisais beaucoup de gymnastique à un bon niveau. Et du coup, c'est ça, fallait avoir un corps mince, souple, rentrer un petit peu dans ces standards-là. Et même moi, j'étais déjà très très dure envers moi-même. Et j'ai fait quelques défilés pour des personnes, notamment Clara Morgan. Et là aussi, il fallait avoir ce corps-là pour rentrer dans ses habits. Du coup, c'était des contraintes aussi que je me fixais. Et après, c'est ça, il y a eu des problématiques qui ont fait que ça a accentué les TCA. D'accord. Et du coup, tu me disais, tes parents, ils ont eu la difficulté à gérer tout ça. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi tu réagissais comme ça par rapport à la nourriture. Ah ouais, non, c'était pour eux c'était très compliqué. Je me souviens justement quand j'avais 13-14 ans, c'était avant mon premier défilé pour Clara Morgan justement, pendant ma période d'anorexie. Donc je souffrais de dysmorphophobie. Je me trouvais grosse et mes parents comprenaient pas parce que les docteurs me disaient Céline, si tu manges pas, on va devoir t'hospitaliser. Donc les gens comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça et ils se disaient mais Céline, c'est une crise passagère, ça va lui passer, c'est un caprice. Enfin voilà, elle veut se marquer. Et c'était vraiment une souffrance. Et donc j'avais décidé d'aller consulter. En fait, c'était pas une diététicienne, tu vois, c'était une nutritionniste. Et les nutritionnistes, il peut y en avoir des très bonnes. Et tu sais, comme c'est pas réglementé comme les diètes, tu sais, les diètes, il y a 2 ans d'études, les nutritionnistes, non. Oui. Tu vois, et donc ça dépend, tu peux tomber sur des très bonnes personnes, très compétentes, comme sur des personnes un peu moins bien. C'est pas que nutritionniste, c'est tous les professionnels. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est cette nutritionniste qui t'a poussé à faire des régimes ? Elle m'a pas poussée en premier lieu, mais
Ce qu'elle m'a fait faire, ça m'a encore plus enfoncée dans mes mécanismes que j'avais déjà mis en place, de régime, de privation. Le fait de dire faut pas manger autant de gras, faut pas manger plus de sucré que ce que je te dis, faut peser tes Mm. aliments. Bah, ça a quand même, ça m'a quand même bien enfoncé, ouais. Et je me Ouais, c'est souviens, clair. par exemple, tu vois, quand ma maman, elle mettait du beurre dans la poêle pour faire revenir les steaks, je pleurais, littéralement, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je faisais une grosse crise de panique. Je disais, non, mais c'est impossible, mais tu peux pas mettre autant de beurre, mais on va grossir. Ça te rendait Malade. parano, en fait. Ouais. Ouais. Clairement. Mais alors du coup, je reviens un peu sur ça parce qu'on n'en a pas vraiment parlé en détail, mais tu me disais que tu as eu une phase d'anorexie et de dysmorphophobie. Enfin, comment ça se passait du coup l'anorexie pour toi? Comment tu définis l'anorexie dans ton cas du coup? En fait, je mangeais jamais le soir. Le Ouais. soir, je faisais exprès de sortir avec les copains du village. Hein. C'était tout mignon. On sortait, on papotait, on se faisait des blagues. C'était tout Mhm. innocent de sortir. Donc ma maman elle m'allait laissé sortir sur la place du village. Et justement, bah, en fait, c'était une petite feinte pour ne pas manger le repas du soir. Avant les TCA, le petit déjeuner, c'était un repas plaisir. C'était un moment plaisir. J'adorais manger mes chocs à pic et tout ce qui s'ensuit. Et Mhm. quand j'ai commencé à tomber là-dedans, c'était super anxiogène de manger ces céréales que j'avais tant aimé auparavant avec les tartines. Puis c'était beaucoup de sport pour compenser aussi tout ce que j'avais mangé. Mhm. Petit déjeuner, déjeuner, parfois. Et il m'arrivait de faire exprès de pas prendre le bus pour rentrer à la maison et de rentrer à pied. Donc je pouvais mettre 1 heure, 2 heures, c'est pas grave. J'avais mal à mes petits pieds, mais c'est pas grave. Ça me rassurait de me dire, bah, Céline, tu dépenses. J'avais ce schéma-là de pensée, je me disais, tu dépenses toutes les calories consommées, et ça me rassurait extrêmement. Et je faisais ça aussi au lycée, et c'était encore des distances plus conséquentes, mais je marchais sous la pluie, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, je me souviens. Je me devais de le faire, en fait. C'était automatique. D'accord, donc c'était une forme, oui, une forme de compensation quoi, par rapport à tes prises Ouais. alimentaires. Ouais. Mais du coup, t'étais toujours dans l'anorexie à ce moment-là ou plutôt dans la boulimie? En fait, j'ai fait anorexie et ensuite je suis passée à l'hyperphagie. D'accord. Et là, j'étais à l'internat. L'hyperphagie, elle a duré pendant de nombreuses années. Et là, c'était encore une autre paire de manches. Hein. Comment ça se passait pour toi les crises d'hyperphagie? Tous les dimanches, j'allais à l'internat et ensuite, on avait le self pour manger. Mes repas à l'internat, je pouvais pas trop criser parce qu'on nous donne des aliments sous certaines quantités. Et du coup, j'essayais plutôt de jeûner. Le matin, je voulais pas manger. Je me forçais à pas manger pour Mhm. compenser tes crises du week-end. Donc la semaine, j'essayais d'avoir enfin, je mangeais comme je pouvais la semaine. Et en fait, le Mhm. week-end, c'est là que c'était une catastrophe. Tous les week-ends, bah, je voyais mes amis. Du coup, je me gavais, je me surgavais à gogo pendant les soirées. Et ensuite, le dimanche, mon frère aussi faisait beaucoup de sport à haut niveau, du judo. Et mes parents l'accompagnaient tout le temps en compétition. Et donc, je me trouvais souvent toute seule les dimanches après-midi à la maison. Et D'accord. donc, là, c'était la table de cuisine qui était littéralement couverte, puis de bonbons, de gâteaux, enfin, de tous les aliments que j'avais mis dans la liste rouge. Et je me gavais, je Mhm. me gavais, je me gavais, je me gavais. D'accord. Et du coup, dans ces moments, donc t'étais seule dans ces moments-là, donc ta famille savait pas que tu faisais ça. J'avais quand même eu une prise de poids du coup pendant mon hyperphagie. Quand je suis tombée dans l'hyperphagie, bah, j'ai commencé à angoisser quand j'ai vu que je prenais du poids, que je voyais que j'avais plus de contrôle. Non, je pensais avoir du contrôle pendant mon anorexie, mais j'en avais pas non plus. C'était ma tête qui me contrôlait. Moi, je contrôlais rien du tout. Mais quand j'ai vu que la situation changeait, j'ai dit à maman, maman, il y a un problème. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai besoin de consulter un psychologue. Et ma maman, bah, ça lui avait fait peur quand j'ai posé le mot psychologue. Mm. Et donc, j'étais tombée sur un hypnothérapeute qu'on m'avait conseillé. D'accord. Mais au final, ça a pas marché. Plusieurs raisons. J'allais te poser la question de comment tu as vécu quand même cette prise de poids. Enfin, du coup, tu disais que tu t'es dit il y a un problème, faut que j'aille voir la psy. Ta mère a dit non, du coup. Mais comment tu l'as vécu au niveau de, je sais pas, au niveau mental, au niveau, tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses quelque chose. J'étais malheureuse comme une pierre, c'est le cas de le dire. D'autant plus qu'à cet âge-là, et c'est vraiment le cas, les enfants, enfin, du coup, j'avais tellement plus confiance en moi.
estime, confiance. Je savais limite plus les plaies tellement c'était quelque chose de lointain pour moi. Du coup, je me suis vite sentie différente. Je me suis vite renfermée sur moi. Et du coup, je l'ai vraiment vécu très, très, très mal. Je me sentais dégoûtante. J'étais vraiment mal dans ma peau. J'étais très, très malheureuse. Je me souviens, la première année, tellement j'allais pas bien. Tous les midis, je montais dans ma chambre à l'internat et j'appelais ma mère en pleurant. Cette transition anorexie-hyperphagie qui est venue en même temps que l'internat. Donc déjà, à 14-15 ans, je quittais mon nid familial dans un lieu qui était totalement inconnu avec des jeunes. Voilà, je me sentais totalement différente. Je me sentais trop différente, je me sentais vraiment mal. Et du coup, c'était très, 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 très mal vécu. Et du coup, donc, quand t'appelais ta mère, elle arrivait à te consoler, à te réconforter, ou elle comprenait pas pourquoi t'étais dans ces états-là? C'était toujours les mêmes discussions qu'on avait. Elle était au travail, elle essayait de faire du mieux qu'elle pouvait. C'était pas une conversation de 5 minutes, ça prenait littéralement 45 minutes, 1 heure à chaque fois. Donc la pauvre, elle savait plus quoi faire. À un moment, elle voulait me retirer de l'internat parce que elle savait plus comment gérer la situation. Je pense qu'elle pouvait pas comprendre la détresse dans laquelle j'étais, mais elle essayait de me rassurer comme les mamans rassurent leur enfant. Quoi. D'accord. Et au niveau de tes amis, est-ce que tu avais du soutien? Est-ce que tu avais des amis même? Parce que on peut se poser la question aussi. Cette première année-là, j'étais devenue amie avec une personne qui était dans ma chambre parce qu'on partageait les chambres à 2-3 personnes. J'étais devenue limite fusionnelle avec une copine de chambre. Et je me souviens, au fur et à mesure de l'année, elle est allée se rapprocher de d'autres personnes. Et moi, j'avais vécu ça comme un abandon, mais au sens propre et littéral du mot, quoi. Je me sentais abandonnée. À ce moment-là, en fait, tu avais tellement besoin d'être entourée, d'avoir un socle, on va dire, qui ne bouge pas, donc ta mère, 1 ou 2 amies et tout, que la moindre personne qui qui s'éloigne de ce socle, ça te déstabilise et ça fait beaucoup de mal, en fait. Ça me cassait de l'intérieur. Même si j'avais mes amis à côté de l'internat, mais je les voyais qu'une soirée par semaine. Après, l'internat, c'était ma vie, quoi. En fait, la maladie et les circonstances de la vie, malheureusement, elles m'ont rendue beaucoup trop mature pour une fille de mon âge. À 14 ans, j'avais des amis de 25. 7 ans, j'avais des copains de 28-29 ans. Enfin, je me sentais en total décalage avec les jeunes de mon âge. Et du coup, j'avais un blocage aussi pour me rapprocher d'eux. Et je trouvais ça bête, par exemple, tu vois, c'est ça, à cet âge-là, on va avoir des copains, on va être le plus intéressant, on va se remarquer. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que les gens commençaient à fumer pour s'intégrer au groupe. J'ai beaucoup d'élèves de ma classe à cette époque qui fument pas du tout et qui ont commencé à fumer, soit sur un simple gage, donc pour se rendre intéressant, pour genre, moi je suis fort, je montre aux copains que je suis fort, ou soit justement pour pas passer les récits seul. Moi, je me disais, mais c'est totalement bête de faire ça juste pour avoir des amis. Et donc, je me souviens que je préférais passer mes récrés toute seule que de vouloir créer quelqu'un que j'étais pas pour avoir des amis au final et construire une amitié qui était pas stable à mon goût. Oui, c'est assez fou ça, parce que c'est vrai que quand t'es jeune comme ça, tu peux être déjà facilement influençable et avoir peur d'être seule justement et de te dire bon je vais me mettre avec eux, je vais fumer vite fait pour ne pas être seule. Alors que non, en fait t'avais entre guillemets l'intelligence d'esprit, si on peut dire ça comme ça, c'est bon, de pas te dire je vais pas me niquer la santé juste pour avoir des amis et surtout si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas, et puis et ça te dérangeait pas à ce moment. Ce qui est assez paradoxal, je trouve, parce que à la fois t'avais l'air d'être très fragile parce que normal t'avais des TCA et donc peut-être quand même un certain besoin d'être aimé, d'avoir la reconnaissance, parce qu'on est, comme tu disais, ton estime de toi elle est très très faible à ce moment-là, mais en même temps t'avais quand même la maturité pour te dire j'ai pas envie d'être quelqu'un que je suis pas pour plaire aux autres. Il y avait quand même ce côté un peu paradoxal, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, je souffrais d'être à l'écart, mais en même temps, je me mettais moi-même à l'écart de manière consciente. Et ça, je l'ai payé sur mes 4 ans d'internat, quoi. Parce que j'arrivais pas, en même temps, je voulais être moi-même, mais j'étais tellement mal que je pouvais pas être pleinement moi-même. C'est-à-dire une fille joviale, qui fait tout le temps des blagues,
qui rigole tout le temps, je veux pas être moi-même et en même temps je me mettais à l'écart parce que je voulais être moi-même. Ouais, c'est assez ambivalent tout ça. Hein. Je comprends tout à fait, mais du coup, alors comment ça a évolué à la fin de ton internat? Est-ce que t'étais toujours dans l'hyperphagie? Ouais, à la fin de ma période d'internat, après, j'ai fait mon bachelor à Paris. D'accord. Donc là, je m'éloignais encore plus de la famille. Il y avait encore tout à reconstruire, des nouveaux repères, le stress de la vie parisienne, trouver un logement. Et la première année à Paris, bah, j'étais toujours dans l'hyperphagie. Et ensuite, j'ai commencé à retourner dans la restriction. Je m'étais tout programmé. J'avais des rituels. Le matin, par exemple, je buvais 1,5 litre littéralement d'eau citronnée. Ensuite, mon petit déjeuner, c'était à chaque fois la même chose. 2 petites tranches de pain avec deux petites cuillères de confiture, pas plus. Le midi, par exemple, parce que j'avais super faim, on mangeait à 13h et pas à midi, comme le cours s'arrêtait à 13h. Et je me souviens, pour pas sauter sur tout et n'importe quoi, tous les matins, je pelais une carotte et je mangeais ma carotte crue avant de manger mon demi-sandwich. D'ailleurs, tout le monde me disait, mais Céline, t'es bizarre. Qu'est-ce que tu fais avec ta carotte, quoi? Mais tu fais pitié, limite, c'était ça, quoi, les commentaires. Mais moi, je m'en fichais, j'assumais pleinement de manger ma carotte crue comme ça, comme à la pain. Et même quand j'avais trop faim, en fait, je savais déjà que le midi, j'allais avoir faim. Donc, je prévoyais aussi beaucoup de fruits. Et donc, après ma carotte, je mangeais des clémentines, limite une pomme. Et après, je mangeais mon sandwich. Et puis après, je remangeais un yaourt et une pomme. Mais en fait, quand tu faisais ça, parce que je disais que c'est terrible en soi, tu peux faire ça, t'as le droit, mais tu prenais aucun plaisir à faire ça. Et c'était juste pour ne pas culpabiliser de manger après, enfin, pour couper la faim, en fait. C'était juste ça. Exactement, ouais. Ce qui est terrible, c'est l'intention qu'il y a derrière. Je mangeais pas une carotte parce que c'était un plaisir gustatif. Je mangeais ma carotte parce que je savais que c'était peu calorique et que ça allait me couper la faim, quoi. Le soir, c'était une tomate et demie avec un filet de vinaigrette et je mangeais les galettes de riz et un yaourt. J'achetais rien, pas d'aliments crise en fait. Et quand l'appel de la crise était trop fort, je me souviens à 11h, je mettais mon manteau, je me promenais et j'achetais des beignets, des fritures sucrées, enfin des trucs super gras. Et j'ai encore une vision et je pense qu'elle ne me lâchera jamais. Un soir, il était super tard et je mangeais, je me gavais et je pleurais. Et je me suis endormie dans mon lit avec tous les aliments autour de moi en train de pleurer. Oh, mais c'est trop triste. C'est trop triste. Parce que en fait, justement, t'avais tellement de contrôle et de calcul sur la semaine, etc., que forcément, ton corps, à un moment donné, il pète un plomb, en fait. Et donc, en fait, c'est triste, mais en même temps, c'est normal. Enfin, genre, c'est normal, ce que je veux dire. C'est pas normal, mais c'est une réaction normale de ton corps de vouloir tout ce que tu lui as interdit. Il y a le côté rebelle qui réagit, et donc, c'est hyper triste de te voir, enfin, de t'imaginer dans cette situation, parce qu'il y a de la souffrance, il y a clairement tu te dis, mais enfin, quand tu imagines ça, tu te dis, mais pourquoi, en fait, pourquoi elle fait ça? Mais c'est normal. Enfin, ça veut dire, pourquoi tu manges autant si ça te fait pleurer? C'est ça qu'on se pose comme question. Enfin, quand on est un peu détaché de la situation. Mais en fait, c'est simple. C'est parce que ton corps, c'est simple. Il a tellement été restreint de tel aliment que il y a un moment où genre, voilà, 23h, c'est bon, là, ça suffit. Je veux que tu dévalises ce magasin et que tu mettes tout sur le lit et que tu bouffes tout. Et tant pis si ça te fait du mal, je m'en fous. Moi, tu m'as fait du mal pendant plusieurs semaines. En fait, c'est un conflit, je pense, perpétuel et permanent avec son corps. Enfin, on est en conflit avec son corps à ce moment-là. Et donc, il y a clairement une non-communication. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que tu pleures, parce que tu pleures et que t'es pas bien, parce que t'es là en mode, mais je comprends pas pourquoi mon corps est comme ça, pourquoi il réagit comme ça, parce que dans ta tête, tu comprends pas. À ce moment-là, je pense, t'as pas le recul pour te dire que c'est la restriction que t'as opérée pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, qui fait que ton corps réagit de manière extrême. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu vois, il y avait tous ces sentiments. Je me sentais faible. J'étais là, mais Céline, t'es pas forte. Tu craques. Je me lançais, quoi. Bah oui, tu culpabilisais, c'est ça. Parce que justement, en plus, tu disais, mais attends, j'imagine, parce que ce que tu te disais, j'ai réussi à tenir tant de jours, tant de semaines, et là, je craque, je détruis, enfin, je gâche tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, et je suis trop nulle, etc. Enfin, c'est comme quand quelqu'un fait un régime ou un rééquilibrage alimentaire, quand la personne va faire un écart, et va se sentir trop nulle, elle va se dire, c'est exactement le même processus, sauf que là, c'est constant, continuel, et c'est une guerre permanente avec ton corps et avec ta tête en plus, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En plus de ça, aussi,
Ça, c'était la 2e et la 3e année de mon bachelor. Tous les vendredis ou tous les samedis, j'allais au restaurant. Et en fait, la semaine, comme je mangeais que mes tomates, là, mes vieilles tomates le soir, et ma carotte le midi, et mon 1,5 litre de jus de citron le matin, et quand j'allais au restaurant, mais je me faisais exploser le ventre. Je mangeais entrée, plat, dessert, sur dessert. Parfois, on allait même dans un autre restaurant pour manger le dessert. Et à la fin, C'est vrai? ouais. Et en fait, mes amis, souvent, ils me disaient, mais c'est incroyable, tu manges comme 10 et t'es toute fine, t'es toute maigre. Mais en fait, j'étais limite en train de compulser devant eux et je cachais ça derrière, ah, j'ai trop faim ou derrière des sourires ou simplement je répondais pas. Ils se sont jamais posé de questions, mais en fait, je mangeais et j'avais déjà mal au ventre et je me faisais plus de mal qu'autre chose de manger, mais c'était Céline, faut que tu manges parce que tu vas bientôt retrouver tes tomates. En fait, j'étais tellement mal que en fait, je m'étais fabriqué un sourire et je souriais Ouais. tout le temps, je rigolais tout le temps, même si au plus profond de moi, je voulais pleurer. En fait, ça a commencé à l'internat. Je me disais, Céline, si tu fais tout le temps la tête, si tu pleures tout le temps, forcément, personne. C'est nul d'être à côté de quelqu'un qui est jamais bien, qui pleure tout le temps. Et donc, je me forçais à sourire, à rire. Et au départ, donc c'était pas un jeu, mais c'était Céline, faut que tu fasses ça, vas-y, sois comme ça. Et après, c'est devenu un automatisme. Et je souriais, c'était même pas sur commande, je souriais tout le temps, je rigolais tout le temps. Et justement, quand j'ai commencé à parler de mon mal-être, au fond, les gens ils comprenaient pas parce qu'ils me disaient, mais je comprends pas, tu rigoles tout le temps, t'es tout le temps souriante, t'es dynamique, t'es toute pétillante, ça matche pas avec ce que tu nous dis, c'est pas possible. Bah ouais, mais donc du coup tu disais t'as commencé à en parler quand? Alors, après mon bachelor, j'ai travaillé en Chine en tant que D'accord. manager dans un hôtel de luxe. Et là-bas, j'ai rencontré un ami et avec lequel on partageait vraiment des moments très très forts. Et en fait, en tant que manager en Chine à l'époque, je sais plus, et en fait, on était vraiment traités comme des rois. On pouvait manger au buffet des clients de l'hôtel. D'accord. Qui partaient d'une bonne attention, en fait, ça s'est transformé en enfer parce que c'était mon lieu de prédilection pour les crises. Et c'est ça. Et en fait, avec la pollution, j'étais vraiment très, 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 très malade. Le fait que je sois malade à cause de l'environnement, plus mes TCA, à un moment, je tenais plus. Enfin, j'étais vraiment mal, psychologiquement et physiquement. Et j'ai commencé à en parler à Andrea. Je lui ai dit, écoute, Andrea, j'avais super honte, mais j'ai commencé à lui en parler. Et ça a été la première personne avec laquelle j'en ai reparlé depuis l'internat, quoi. C'est pas une vie tenable. Oui, l'argent, c'est top, mais si t'es pas heureux, ça sert à rien, quoi. Et donc, j'avais préféré revenir en France pour faire mon master en France et pour commencer les soins. D'accord. Les soins, c'est-à-dire? En fait, je suis allée à l'EDAC à Lille. Donc, l'EDAC, c'est une très, 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 très bonne école. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Et à côté, il y a un hôpital dans lequel il y a un service SPTCA, spécialisé TCA. D'accord. Et en fait, quand je suis et c'est ça, ah oui, c'est ça, le plus ironique. Quand je suis rentrée de Chine, donc restriction à gogo, crise à gogo pendant cette période en Chine, travail, beaucoup de travail, beaucoup de sport pour compenser toutes les crises, voilà, parce que j'en avais besoin. Et puis beaucoup de sorties. Donc en fait, en Chine, on dormait tous les deux entre 20 minutes et 2 heures les derniers mois. Ouais, j'étais super, super, mais j'étais crevée, quoi, vraiment crevée. Et quand je suis rentrée en France, la première idée farfelue que j'ai eue, c'est ah bah tiens, on va aller faire un footing de 10 km avec un copain. Mais j'avais le jet lag et tout ce qui s'ensuit, il avait fait abstraction, c'était allez, maintenant on fait ce sport, on prend une bonne hygiène de vie et tout. Quoi? T'as frôlé le malaise, non? J'aurais préféré en fait faire un malaise. Enfin, je sais pas, parce que ça a été le déclic. Mais en fait, on a commencé à courir et là, clic, j'ai senti un petit clic dans mon pied. Je disais à mon ami, mais c'est bizarre, j'ai mal. J'ai l'impression que ma cheville, elle s'est tordue, mon pied s'est tordu. Et il était non, non, vas-y, Céline, c'est peut-être que je sais pas, c'est peut-être que ton corps il se chauffe, ou je sais pas ce qu'on m'avait dit. Et en fait, je suis rentrée à la maison et j'avais le pied gonflé comme un ballon de foot, quoi. Et Mais là, attends, je m'en ai pas rendu compte. T'as couru encore? T'as continué à courir? ouais, on a fait nos 10 kilomètres et j'avais le pied pété. Et là, j'étais encore tellement dans la maladie, tellement dans le déni, tellement dans non, non, faut faire du sport et tout. Avec ma maman, on avait prévu d'aller faire une randonnée en montagne.
juste après mon footing. Je pouvais plus poser le pied par terre et tout. Et j'étais, non, mais maman, vas-y, on va quand même faire la randonnée. Et ma maman, elle était là, mais elle est folle, ma fille, mais ça va pas bien, là. Et du coup, elle m'a emmenée à l'hôpital. Et en fait, c'était une fracture de fatigue. Ah, mais toujours plus. J'en ai jamais assez. Genre, déjà, un footing de 10 km, moi, c'est bon, je cours plus, enfin, je fais plus de sport pendant 4 mois. Déjà, sans parler de fracture de quoi que ce soit. Mais non, c'était le même jour, la même semaine où que t'as fait la randonnée. Enfin, que t'as voulu faire la randonnée, pardon. Ah, bah, c'était juste après? Est-ce qu'il y avait un repas quand même pour te donner de l'énergie dans cette histoire? Non, j'imagine que non. Non, mais parce qu'après, ça, c'est mon. Je peux pas manger avant. Faut que je mange au moins 3 heures avant, sinon j'ai envie de vomir quand je fais du sport. Ouais. Et là, du coup, j'allais manger une barre, un truc super compact entre les deux, quoi. Oui, super. Histoire de te maintenir en vie, quoi. C'est tout. Oh là là, c'est incroyable. Non, mais ce qui se passe tu te rends compte quand même ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Enfin, genre, c'est quand ta mère te dit ça va pas la tête, qu'elle t'emmène à l'hôpital que tu te rends compte? Du coup, tu parlais de déclic. Bah, en fait, le déclic, il s'est fait progressivement, mais sur une période très courte. Parce qu'en fait, il y avait déjà eu un mini déclic parce que j'avais prévu d'aller à Lille, en France, donc, pour me faire soigner. Donc là, j'étais déjà dans cet état d'esprit, j'ai besoin d'aide, il faut que je m'en sorte. Mais quand je me suis cassé le pied, du coup, donc on m'a emmenée aux urgences. Et là, c'est pareil. Allez, je pleurais toutes les larmes de mon corps, larmes de crocodile. Enfin, j'avais 300 000 pensées qui venaient en tête, dont tu vas plus pouvoir compenser tes crises, tu vas grossir, parce que j'avais retrouvé un corps très très mince. Et en fait, je me souviens, il y a une infirmière, je sais pas si c'était une infirmière, une personne du corps médical travaillant là-bas, qui était venue me voir et qui m'avait dit, mais mademoiselle, pourquoi vous pleurez? Et là, mes propos ont été très méchants, très forts. Mais c'est sorti comme ça, quoi. J'étais tellement dans une détresse pas possible. Mais parce que je veux pas ressembler à vous, je veux pas être grosse comme vous. Et donc, après, je me suis calmée. Et après, quelques heures après, j'y ai pensé. Je me suis dit, waouh, Céline, tu vas loin, là. Donc, il s'en est suivi des semaines avec le pied dans le plâtre. Et quand je suis arrivée à Lille, j'avais le pied dans le plâtre, du coup. C'est là que je me suis dit, Céline, c'est pas possible, tu vas trop bien dans tout ce que tu fais. Voilà, c'est bon, là maintenant, tu veux te faire soigner, donc faut que tu le fasses. On a commencé par de l'hôpital de jour, D'accord. 1 à 2 fois par semaine. Et puis après, quand ils ont vu que j'étais au fond du trou, je me suis fait hospitaliser quelques semaines pendant la période du Nouvel An et début d'année. Et du coup, ça s'est passé comment? Ah bah bien, moi l'hôpital c'était mon cocon parce que je pouvais pas criser, je pouvais pas me faire de mal en fait. En fait j'avais peur de sortir, je voulais plus sortir, j'avais littéralement peur de sortir parce que je savais que en dehors j'étais hors de contrôle et que je me faisais du mal quoi. D'accord. Mais t'es resté combien de temps du coup? À l'hôpital 6 semaines. D'accord, 6 semaines. Et est-ce que ça t'a aidé à faire la paix avec la nourriture un peu? Non. L'hospitalisation, elle m'aura déjà permis de faire une pause. C'est là que j'ai mis le pied à l'étrier dans le processus de guérison qui m'aura. Pour moi, c'était la première pierre à l'édifice, quoi. Même si j'avais eu des essais avant avec l'hypnothérapeute ou tout ce qui s'ensuit, mais aucun effet bénéfique quant au TCA. Mais cette première hospitalisation qui m'a permis après de continuer pour m'en sortir, quoi. D'accord, mais justement, comment t'as réussi à avoir le rapport normal que t'as aujourd'hui? Pour se sortir de ce cercle vicieux, ça a été beaucoup d'abnégation. Quand je suis sortie de l'hôpital, l'hospitalisation complète, j'ai continué à faire de l'hôpital de jour 2 fois par semaine. Et en plus, une hypnothérapeute à côté. Enfin, j'avais pris d'autres professionnels en plus de l'hôpital de jour, en dehors de l'hôpital. Et ensuite, ce qui m'a permis de m'en sortir, je savais qu'il fallait que je réintègre tous les aliments dont je m'étais privée pendant tant d'années, tous ces aliments qui me faisaient stresser, qui m'angoissaient. Et donc, ce que j'ai fait, mais ça, c'est ce qui a marché pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcée à acheter tous ces aliments et je me suis forcée à en manger au déjeuner, après mon repas, au goûter. J'en avais pas envie, mais je me forçais quand même pour faire comprendre à mon corps, tiens, vas-y, tu t'en es privé, tiens, c'est cadeau, vas-y. Donc, forcément, là, j'ai pris du poids parce que je mangeais plus que ce que je devais manger et je mangeais des aliments très caloriques tous les jours, du coup. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à faire que mon esprit a réussi à faire la paix avec ça parce qu'à un moment, il a compris que j'avais plus besoin de peur de ces aliments, que je pouvais au final en manger quand je voulais. Mais ça a été quand même très compliqué parce que j'ai repris du poids et j'avais déjà au final un poids, j'étais retournée à un poids normal. Et donc, c'était compliqué parce que là, j'allais vers le surpoids. En même temps, je savais que ce que je faisais, ça me convenait, mais ça me rendait quand même très mal parce que mon corps, il changeait.
Et c'est comme ça que j'ai tenu. Je me suis dit, Céline, faut que tu passes par ça. Ça va prendre X temps. C'est pas grave. Tu sais que c'est ça qui te convient, parce qu'à force, on finit par se connaître. Quand on est plus dans le déni et qu'on cherche des solutions pour soi. Donc moi, je savais que c'était ça qui me convenait. Par rapport au fait que tu aies pris du poids et que tu avais quand même un peu peur du surpoids, comment il a évolué ton rapport au corps, du coup? Ton rapport au corps, à ce moment-là, comment il était? Pas bon du tout. Je m'aimais pas du tout. J'avais pas confiance en moi. Je me comparais tout le temps. J'habitais en colocation et j'étais tout le temps en train de demander à ma colocataire ah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu me trouves grosse? Enfin, j'étais dans le doute permanent. Je m'aimais pas du tout. Je me comparais, je me rabaissais. Et après, bah, c'est quand j'ai continué dans les thérapies que j'ai vraiment fait la paix avec moi-même, que je me suis détachée de ce corps, de l'apparence et du poids, que j'ai réussi à prendre du recul et que j'ai pu travailler bah, justement sur d'autres choses que l'apparence qu'au final tu peux pas tellement contrôler. Bah, j'ai travaillé sur mon apaisement, sur mes anxiétés. Pendant cette période, j'ai travaillé sur d'autres problématiques bah, qui étaient liées au TCA, mais qui n'étaient pas propres au corps et à l'apparence. D'accord. Quel est ton rapport au corps aujourd'hui? J'estime que j'ai un corps normal. Alors, qu'est-ce que c'est la normalité? Là, c'est tout et rien. Et justement, quand on souffre de TCA, on dit, enfin, moi, je disais tout le temps, je veux avoir une relation normale, je veux avoir un corps normal. Mais au final, la normalité, qu'est-ce que c'est? Allez, sujet philosophique. Mais aujourd'hui, bah, j'aime bien mon corps, j'aime bien ma tête, je m'aime. Bon, il y a des jours, en fait, ça dépend. Quand je suis très fatiguée, je m'aime. Enfin, j'ai les sauts d'humeur d'une femme de mon âge, dans notre société actuelle. Il y a des jours où je m'aime bien, il y a des jours où je m'aime un peu moins, mais je me donne une note très positive. Quand j'allais mieux, j'ai repris le sport, mais plaisir, un sport vraiment plaisir. Et là, avec le confinement, du coup, je peux plus faire les sports que j'aime. En fait, j'ai pris du recul, c'est ça, sur la situation. Je suis plus tout le temps en train de me maîtriser constamment, de maîtriser d'essayer de maîtriser tous les dérapages et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je m'aime, j'ai un poids. Ouais, en fait, c'est ça, quand on apprend à se faire confiance, quand on s'écoute, le poids, il suit. Sauf si on a des problèmes de santé à côté qui dérèglent le poids et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, j'avais pas de problème. Je pense par exemple à la thyroïde ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème à côté. Donc, c'est ça, mon poids a suivi. Donc, c'est ça, je suis sereine avec mon corps et ma tête. D'accord. Et justement, par rapport au sport, tu me disais en amont que tu souhaites te reprendre 3 fois par semaine parce que ça te fait du bien, etc. Et puis même, tu parlais de reprendre du muscle. Est-ce que quand même c'est important pour toi d'être musclé, entre guillemets, ou c'est juste, la priorité, c'est quand même de prendre du plaisir à faire du sport? Là, j'ai du mal à faire du sport et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'était mon moment. Hop, j'y vais, je me déconnecte. On est avec les autres. On est dans cet esprit, ouais, faut se surpasser. Je me dépense. Tout le stress, tout ça, bah, j'évacue. Je suis dans une famille très, très sportive. Mon papa faisait du sport à haut niveau, mon frère aussi, enfin. Et moi, j'ai toujours été dans cet esprit compète. Et là, du coup, bah, c'était ça, je me dépasse, je me vide la tête. Mais du coup, est-ce que tu culpabilises quand tu fais pas de sport? Ou non, plus maintenant. Plus maintenant. Ça, par contre, je culpabilisais beaucoup bah, quand j'étais encore malade. Mais maintenant, j'ai tellement de choses à faire à côté que... Je me posais la question, qu'est-ce que tu fais comme activité physique quand t'en fais? Alors, j'aime beaucoup la course à pied. J'aime beaucoup le trail parce que bah, je viens de Haute-Savoie, à Annecy, donc on est entouré par les montagnes. Et je suis née sur des skis, je suis née en faisant des activités sportives. Mon frère aussi fait beaucoup de trail. Bon, lui, c'est un autre niveau, hein. Il court 3 jours consécutifs. Lui, c'est un zinzin de l'espace. Mais du coup, je suis quand même baignée dans ça. Et c'est ça, je fais des sports dans lesquels il y a le dépassement de soi. Donc, j'aime beaucoup la course. Mais en fait, bah, malheureusement, à force de pas avoir écouté mon corps pendant tant d'années, bah, je me suis bousillé les genoux, les tendons. Et j'ai encore, je sais que si je force trop, je vais avoir des douleurs. Mais du coup, j'aime beaucoup faire de la boxe. Et je boxe toujours avec des garçons parce que les filles, j'ai peur de leur faire mal. Donc, du coup, c'est tout le temps avec des garçons, on peut bien taper, on peut bien se défouler. Ou sinon, les coachs, quand j'allais à la salle, ils avaient bien compris que j'étais une compétitrice dans l'âme. Donc, à chaque fois, ils me rajoutaient des petits objectifs en plus qui ne fixaient pas aux autres. J'aimais bien tout ce qui est hit et tout ce qui s'ensuit. En fait, tant que je suis pas rouge, si je suis pas rouge et j'ai pas transpiré au bout de 5 minutes, ça me convient pas. Donc, c'est vraiment des sports où j'ai besoin de me dépenser, quoi.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ces sports-là? Je me sens bien dans mes baskets, quoi. Je me sens superwoman, tu vois. En plus, il y a la musique qui te met dans l'ambiance, t'es la poupée là, t'es là, vas-y, dépasse-toi. Tu vois, là, je fais même les gestes en parlant tellement je suis dedans. Comme je travaille beaucoup à côté et qu'il y a beaucoup de stress, j'ai beaucoup de stress, Ouais. beaucoup de contraintes, bah là, c'est mon moment où je casse tout, quoi, où je me défoule, où je suis trop bien. Bah oui, je comprends. Et pour toi, c'est quoi le but du sport? Il y a un côté quand même santé, là, Ouais. parce que mine de rien, se maintenir en forme, c'est super important au niveau cardiovasculaire et tout ce qui s'ensuit. Enfin, le sport, c'est bon pour la santé. Et ensuite, bah, c'est de me défouler. C'est mon moment à moi, quoi. Tu vois un peu pas mal sur les réseaux justement plein de choses qui peuvent engendrer les TCA, etc. Mais tu me disais que le gouvernement, tu disais que ça aborde la base de la base. J'ai pas bien compris quand tu m'as dit ça du coup. Mais en quoi en fait? En quoi ça aborde la base de la base au niveau de l'alimentation? Bah, tu vois, quand je te dis ça, je pensais là à leur publicité manger, bouger. C'est quoi? Ouais. Manger, bouger. Oui, Euh, pratiquer une activité régulière, enfin une activité physique régulière, manger, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Ouais, tu vois, je pensais à ça. Et après, je suis quand même allée sur leur site. Bon, j'ai pas non plus trop regardé, mais ils donnent bouger plus au quotidien. Ils donnent comment se motiver, les précautions à prendre. Je pense que je suis pas trop au fait au niveau de ce que dit le gouvernement parce que tu vois, je me suis pas dit tiens, je vais m'intéresser à ça. Mais de ce que je Ouais. vois à la télé, tu vois, c'est pas le truc où ils te disent tant de glucides, tant de protéines, tu vois. Oui, après, moi je trouve quand même que quand tu regardes par exemple les pubs, bon après je sais pas si c'est lié au gouvernement, mais quand même un peu, quand tu regardes les pubs où tu vois c'est très contradictoire, t'as des pubs de fast-food et puis deux pubs plus tard t'as un truc de régime, enfin il y a de la diabolisation. Moi déjà le simple fait de mettre ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, ben déjà oui c'est logique, enfin genre ok merci, mais pareil manger 5 fruits et légumes par jour, qui fait ça déjà? Personne. 5 fruits et J'avoue. légumes par jour. Enfin genre c'est des trucs pas le comment dire la bonne façon de dire les choses. Évidemment que c'est bien d'avoir une alimentation je pense que dans le 5 fruits et légumes par jour, ils veulent dire une alimentation variée, tu vois. Mais Ouais. non, ils disent pas ça. Ils disent pas manger 5 fruits et légumes par jour et si vous voulez une part de chocolat, et ben enfin je veux dire un gâteau au chocolat, vous pouvez aussi en fait. C'est genre juste l'essentiel d'une alimentation courte, enfin c'est d'avoir des aliments variés et évidemment que tout dans l'excès c'est pas bon, mais en fait il y a pas d'aliments qui font grossir. C'est ça d'ailleurs que j'ai un peu appris dans ces derniers mois, c'est si tu manges des haricots verts, beaucoup trop de haricots verts tous les jours, tu vas grossir en fait. Si tu manges, je sais pas, 1500, 2500 calories par jour et que c'est que des légumes, des fruits et légumes, tu vas grossir en fait. C'est pas les aliments, c'est la quantité forcément. Mais donc, si tu varies un peu et que tu fais en fonction de tes besoins, et ça c'est facile à dire, mais de tes besoins et de tes envies, eh ben, ça va être varié naturellement. Ton corps il va réclamer de la variété. Mais je trouve que tu vois, les conseils chiffrés, moi je les trouve un peu. Enfin, il y a des jours tu peux ne pas manger de fruits ni de légumes en fait, c'est pas grave non plus. Et donc il y a encore ce côté culpabilisé un peu de pas bien manger ou de pas manger selon les règles, tu vois. Enfin. Je pense que, tu vois, TF1 et tout ce qui s'ensuit, après, tu vois, ça nous dépasse ce genre de truc et je pense qu'on saura. C'est pas vraiment, mais je pense pas que ça appartienne au gouvernement, ça doit être des chaînes privées, tu vois. Donc, pour les produits régime, je sais pas si le gouvernement a la main sur la publicité. Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on y fait attention? Parce que bah, la problématique alimentaire, on y a été concerné de près et du coup, bah, tout ce qui est un peu injonction, on fait Mhm. gaffe et du coup, tu vois, ça nous hérisse les poils. Ou est-ce qu'une personne, tu vois, lambda, qui a une alimentation totalement naturelle, qui lui convient et classique pour elle, est-ce que tu crois qu'elle va... Je sais pas, tu vois, ça, je me suis jamais intéressée, j'ai jamais demandé. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a aussi, ça dépend du public aussi, parce que personnellement, tu vois, la télé, je la regarde pas, je la regarde plus. Enfin, en tout cas, TF1, etc. Je regarde plus tout ça, mais en fait, ce que je me dis, c'est par exemple pour les parents et les enfants qui, tu vois, il y a tout le temps ces messages et donc j'ai quand même l'impression que ça influence, ça peut influencer des parents et des enfants. Alors après, bon, il faut qu'ils sachent lire, mais enfin, des fois, c'est pas toujours, ça peut être oral. Enfin bref, je sais pas, mais il y a quand même toujours des enfants qui regardent la télé, tu vois, et je me dis, enfin. Moi, personnellement, quand je regarde la télé, ça m'a fait tilt, hein, pratiquer une activité physique régulière
quand il y a une pub de fast-food, t'es là en mode ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire qu'il faut que j'aille dépenser mon McDo dans une course à pied. Enfin, je sais pas, mais du coup, c'est très. Après, c'est une expérience personnelle, mais je sais évidemment que dans mon cas, c'était parce que j'avais déjà un rapport troublé à la nourriture ou au corps. Alors, dans le cas où c'est quelqu'un qui est très serein, qui est très apaisé, etc., est-ce que j'en ai pas rien à foutre de ces messages? Je sais pas. C'est possible, hein. C'est fortement possible, mais justement, ce qui m'inquiète, c'est quand il y a un terrain où ça peut engendrer des TCA, tu vois. C'est ça que je veux dire, tu vois. Dans un terrain un peu glissant, avec ce genre de penchant-là, tu recherches des repères. Exactement. Et donc, tu vois ça, ça peut devenir un de tes repères, quoi, et tu t'accroches. Mais c'est vrai, en fait, mais c'est vrai, tu vois, quand je souffrais de TCA, je me forçais à manger 5 fruits et légumes par jour. Je reviens un peu sur une question qu'on a un peu abordée, la notion de plaisir dans ton alimentation. Tu me disais qu'elle est quotidienne, cette notion de plaisir, que tu manges plaisir au maximum. Ça a pas toujours été le cas, du coup. Non. Et justement, tu vois, là, il y a plusieurs axes sur lesquels j'aimerais rebondir dans ta question. Après, tu vois, en tant que professionnel de santé, tu as ta formation et après, tu as ta vision et tu as l'accompagnement que tu mets en place. Il peut être différent selon le professionnel que tu es et selon la personne que tu accompagnes. Et justement, quand tu es dans ces schémas de pensée, nourriture, plaisir, pas plaisir, c'est quand même important aussi de reprendre le champ lexical du patient au début pour justement pousser les murs et pour qu'après, l'alimentation plaisir, ça soit plus ça, tu vois, que manger tel aliment à tel moment, mais pour que l'alimentation plaisir, ça soit ton alimentation, quoi, tu vois. C'est ça. Et je trouve, pour moi, tu vois, je trouve ça important, au départ, d'utiliser le champ lexical du patient. Au fur et à mesure de l'accompagnement, pas de lui dire c'est pas bien, il n'y a pas d'aliment plaisir, il n'y a pas d'aliment bien, pas bien. Tu vois, ça c'est trop frontal. Et le patient, il est pas bête. On sait quand même, tu vois, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Quand on est malade, on a besoin de nous rassurer avec tout ça. L'alimentation plaisir, ça devrait être ton alimentation de tous les jours. Je mange du coup ce que je veux, ce qui me plaît, plat mes papilles. Mais par contre, tu vois, parfois quand je suis dans le rush, que j'ai un quart d'heure pour manger et que c'est mon seul moment où je sais que je vais pouvoir avoir ma pause déjeuner, c'est sûr que ça va pas être aussi bon que ce que j'aurais voulu. Mais Oui, c'est c'est sûr. pas grave, tu vois. Et ça, avant, quand je souffrais de TCA, déjà, je me souviens, je me mettais dans tous mes états. Quand je mangeais quelque chose que j'aimais pas du tout, qui me plaisait pas, parce que je me disais, ah, t'as gâché un repas. Tu vois, j'avais le schéma de pensée et du coup, je me mettais à pleurer, je m'énervais. Limite, parfois, je préférais pas manger que de manger quelque chose qui me plaisait pas trop. Oui, et puis en plus, ouais, t'as la notion un peu de flexibilité. Ça me fait penser un peu à un sujet dont on n'a pas trop parlé. Qu'est-ce que tu penses de l'alimentation intuitive, toi? Écoute, l'alimentation intuitive, c'est pas quelque chose que je me suis appliqué consciemment quand j'étais malade. Je me suis pas dit, je vais appliquer ça, 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 ça. J'ai fait en Ok. fonction de ce qui me convenait. Même, tu vois, quand les professionnels m'ont accompagnée, ils n'ont jamais mis de mots sur l'alimentation intuitive. Mais j'ai quand même l'impression que c'est ce que tu faisais, hein. Parce que là, tu parles de plaisir dans tous les aliments, dans toutes les prises alimentaires. Tu parles de flexibilité, tu parles de manger qui te fait envie, ce dont tu as besoin. Enfin, pour moi, ça fait partie. Alors après, je ne sais pas quelle est toi ta définition de l'alimentation intuitive, mais en fait, je pense que tu la pratiques sans mettre de mots dessus, sans mettre de nom, sans mettre d'étiquette dessus, en fait, finalement. En fait, c'est une alimentation, c'est la base, quoi. On est né comme ça, sauf que on a détruit cette intuition en fait avec toutes ces injonctions, etc. Toutes ces tous ces événements, notamment les TCA, ça a détruit tous ces signaux instinctifs, intuitifs, si je puis dire. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que tu as réappris en fait à écouter tes signaux et donc maintenant à avoir une alimentation intuitive. Pour moi, c'est ce que tu as là en tout cas, parce que tu réponds à tes besoins, tu te prends pas trop la tête, ou du moins tu culpabilises plus du tout vis-à-vis de la nourriture. Ça, c'est l'alimentation qui me convient. Tu vois, pour moi, c'est devenu naturel. Il n'y a rien de farfelu là-dedans. Oui. Mais pour en arriver là, tu vois, c'est quand même aussi compliqué parce que faut accepter de te faire confiance et c'est un saut dans le vide, quoi. Faut que tu apprennes à te faire confiance, que tu t'écoutes, que tu écoutes tes signaux. Donc ça, c'est un apprentissage qui prend du temps et qui fait surtout très peur. Et moi, ça m'a placée dans une zone de non-confort en permanence pendant de nombreux mois.
parce que c'était l'inconnu total et apprendre à se faire confiance, à s'écouter, c'était des notions que je connaissais pas du tout, quoi. Ce qui est assez drôle, c'est quand même que, en fait, du coup, la première chose que tu m'as dit pour aller vers la guérison, c'est que tu t'es autorisé à manger tout ce que tu t'interdisais de manger. Et dans la thérapie de l'alimentation intuitive basique, enfin, en tout cas dans la thérapie, je parle. Une des premières choses, c'est de s'autoriser à manger tout ce qu'on s'était interdit, quitte à prendre du poids, en fait. Et c'est drôle parce que du coup, tu l'as fait, en fait, mais c'est drôle et en même temps, je trouve que c'est un beau parcours parce que tu l'as fait, mais en même temps, tu étais accompagnée quand même dans les thérapies pour justement améliorer aussi ton rapport au corps, ton rapport à toi-même, ton rapport au sport sûrement. Enfin, non, peut-être pas forcément au sport, mais en tout cas ton rapport au corps. Parce que c'est ce que tu me disais, ça, t'as été quand même accompagnée et c'est ce qui peut manquer notamment dans la thérapie de l'alimentation intuitive, en tout cas, je pense à celle des américaines et tout. Tu suis des principes et tout, mais t'es pas forcément accompagné par un professionnel de santé, tu vois. Et ça peut manquer, tu vois. Et dans ton cas, plutôt que, déjà, je pense que tu connaissais pas forcément la thérapie de l'alimentation intuitive, mais tu l'as fait avec certains principes, inconsciemment, peut-être, les principes. Et en même temps, t'étais accompagné, donc je trouve que c'est assez, ça prend du temps, effectivement, mais c'est important, tu vois, de le faire. L'accompagnement thérapeutique dans les TCA, c'est clé. Parce que même si tu sais ce qui est bien pour toi à appliquer, t'es tellement dans ces schémas cognitifs qui sont biaisés. Savoir, c'est top. Et ça, on sait ce qui est bien ou pas pour nous. Mais l'appliquer, c'est une autre dimension. Et les professionnels de santé, les thérapeutes, ils sont là pour t'accompagner en douceur. Et forcément, quand tu vas aller mieux, c'est quand même super stressant. C'est un chamboulement, quoi. T'es constamment dans des zones de séisme en permanence. Et les professionnels, ils sont là pour te donner une base solide qui est pas censée être biaisée. Ils sont là pour te tracer le chemin de manière plus serein. Ils vont pas te tracer eux, ils vont t'accompagner à tracer ton chemin. Et ça, c'est différent. Mais tu vois, et justement pendant cette période-là où je me forçais du coup à manger en dessert, je mangeais, même si j'avais plus faim, je mangeais quand même ce sucré aux 4 heures, même si je voulais pas, je voulais plus une pomme, mais là, c'est pas grave, je me forçais à manger ce sucré aussi. Et pendant cette période-là, j'avais vu une médecin nutritionniste et c'était là aussi, ça avait été la catastrophe, mais totale. Et heureusement que j'ai eu cette force d'esprit de pas l'écouter, mais en fait, quand j'étais là-bas, j'avais un IMC totalement basique. Alors déjà, 2 heures d'attente, parce qu'elle prenait 3 personnes au même moment sur son agenda, littéralement à la même heure. Donc tu te dis c'est pas très respectueux pour le patient parce que du coup on devait littéralement bloquer une demi-après-midi, une demi-journée pour la consulter. La première consultation 15 minutes. Bon, déjà tu te dis 15 minutes, la première fois que je te vois c'est pas assez. Et là la première fois qu'elle m'avait vue, vous êtes en surpoids. Avant de me peser. Oh là là. Et alors que j'étais dans une lycée classe, elle m'avait dit ça et après elle m'avait donné une feuille noir et blanc. Donc voilà, vous pouvez manger ça le matin, ça le midi, ça le soir. Du coup il y a des aliments qu'on bannit. Médecin nutritionniste. Il y a des aliments qu'on bannit et elle m'avait dit comme ça, mais de manière très innocente. Moi, vous savez, là par exemple, j'ai le mariage de ma fille, je sais plus dans quelques semaines, et du coup, je fais un monorégime, je mange que des fraises. Oh là là. Voilà la première consultation. Ouais. Et après, elle t'imposait de la voir toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Elle te l'imposait. D'accord. Et super. Elle te faisait attendre 2-3 heures minimum. Et elle te voyait les séances d'après que 5 minutes. Elle te pesait et elle te disait non, faut réduire telle quantité. C'est pas bien. Vous n'avez pas suivi le programme à la lettre, elle s'adaptait pas du tout à toi. Et moi, du coup, je lui mentais. Je disais pas, non, je m'autorise, je me force à manger tous les aliments dont je m'étais. J'osais pas lui dire. Et à un moment, je lui avais dit, mais vous savez que ce que vous faites, c'est quand même très dangereux. Ça correspond pas du tout aux personnes qui souffrent de TCA. Alors que justement, plein de personnes souffrant de TCA l'avaient conseillé. Je continuais d'aller la voir pour savoir ce qu'il fallait justement pas faire par la suite si je venais à accompagner des personnes. J'ai eu cette force du coup d'esprit de me dire faut pas l'écouter, faut pas que je retombe dans cette partie contrôle omniprésent. Mais j'ai joué un jeu dangereux parce que j'aurais pu refuter quoi. Bah oui, non, c'est clair. Surtout encore une fois comme c'est une figure de personnel de santé, c'est dur d'aller à contre-courant, je veux dire. Mais du coup, je me demande aujourd'hui, c'est quoi tes inspirations pour améliorer ton rapport à la nourriture? Bon, là, tu as un bon rapport, mais est-ce que quand je dis inspiration, est-ce que il y a des comptes, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent au quotidien vis-à-vis de la nourriture? Enfin, en tout cas, des comptes que tu peux conseiller aux gens? Tu vois, il y a des comptes.
Moi qui me tape à l'œil, il y en a une qui s'appelle The Ginger Chloé. Tu vois, elle, j'aime beaucoup, je l'ai découvert il y a pas longtemps, elle est toute pétillante. Ouais, grave. Trop mignonne. Je pense aussi, tu vois, à Menthe Banane. Après, bah, t'as le compte, je pense à Azo et Dubuis, qui est une personne que je connais, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et je sais que c'est une professionnelle très sérieuse, très compétente, très douce, très ouverte, qui va pas t'imposer ses schémas de pensée, mais qui va construire autour de toi. Je pense au compte Victoire d'Auxerre, qui elle est très dans santé mentale, elle fait beaucoup de live. Les soins par Marie, Aime Your Body, tu vois, Aime Your Body, le soin par Marie, pardon. Aime Your Body, tu vois, c'est Marine qui fait les dessins. Et après, bah, je pense au compte Stop TCA, bien entendu. On est la première plateforme de téléconsultation qui est destinée à accompagner aussi bien les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire que les proches. Et donc sur notre plateforme, on peut y retrouver des psychologues, des diètes, des sophrologues, des psychosomatothérapeutes, enfin tout type de professionnels. Et ils sont tous formés au TCA. L'accompagnement pluridisciplinaire, c'est la clé de la réussite d'un rétablissement parce qu'il y a tout l'aspect somatique, psychologique, enfin il y a pléthore d'aspects sur lesquels travailler quand on souffre de TCA. On a développé un extranet. Il y a un extranet, ça fait un peu barbare, mais en gros, pour simplifier, c'est une autre plateforme, un autre système qui est seulement destiné aux praticiens de Stop TCA et qui leur permet vraiment de travailler en équipe, comme s'ils se trouvaient dans un seul et même établissement. D'accord. Donc, cette plateforme, ça leur permet de travailler ensemble au profit du patient ou du proche. C'est super. N'hésitez pas à y aller si vous avez des troubles du comportement alimentaire ou si vous êtes un ou une proche de quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire et que vous avez besoin d'en parler, d'avoir des conseils. Il y a une plénitude effectivement de professionnels de santé qui peuvent peut-être vous accompagner, vous aider dans la démarche, dans cette démarche quoi. Petit instant pub terminé. Non mais c'est un instant pub, mais c'est vraiment, je te le disais au téléphone, mais c'est très important, je pense, de connaître cette plateforme. Donc j'espère que les personnes qui écouteront iront un peu voir ce que c'est et peut-être contacter la plateforme. Mais voilà. Dernier thème. Je t'avais demandé quel était ton plat préféré. Et tu m'avais dit, tu m'as répondu que c'était très compliqué, que tu en avais plusieurs. Je pense que j'arrive pas à me décider parce que aussi j'ai un tempérament indécise. Pour moi, une prise de décision, c'est très complexe. mais trêve de plaisanterie, ouais, effectivement, j'en ai plusieurs. La tarte au citron, notamment. Ah là là, ça me fait saliver. Le gratin de crozet. Donc ça, c'est un plat typique de ma région, Rhône-Alpes, la Haute-Savoie. Les quenelles et le riz que ma maman me prépare. Bah, ça, après, voilà, c'est ma maman, c'était pas à nous. Et puis, je sais pas, ce plat-là, je le mange nulle part ailleurs que chez mes parents. La pizza aussi, une bonne pizza faite maison, mozzarella, tomate, quelque chose de très simple, avec un peu de basilic. Voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats? Écoute, mes papilles sont en folie. Qu'est-ce que je ressens? Non, il y a j'ai beaucoup de plaisir, quoi. Avant, tu vois, quand je souffre pas de TCA, j'aurais eu tendance à me resservir. Pour plusieurs raisons, parce que c'est trop bon, donc je continue le moment. Et après, je sais que je vais retourner dans la privation, donc faut que je profite. Ouais, Mais là, en fait, je me contente de la quantité que j'ai en face de moi, qui me va très bien pour cet instant-là. Et c'est que du plaisir, quoi. D'accord. Et de manière générale, qu'est-ce que la nourriture t'apporte? Maintenant, tu vois, je mange quand j'ai faim, donc c'est mon fuel. C'est ce qui me permet de tenir. Là, avec mon copain, justement, comme on travaille beaucoup tous les deux, quand on mange, c'est vraiment un moment de partage. On se raconte, voilà, ce qui se passe pendant la journée, nos succès, nos joies, nos peines. Donc, c'est vraiment un moment de plaisir, de partage, un moment où on se retrouve à me nourrir. Parce que je prends plus la nourriture, maintenant, c'est plus quelque chose pour remplir ce vide, mais c'est quelque chose qui me sert pour vivre, quoi. D'accord, très bien. Et je finirai sur cette question. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? Alors, faire la paix avec la nourriture, ça fait peur parce que si on va faire la paix avec la nourriture, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise avec notre alimentation et peut-être du coup pas avec notre corps. Il y a beaucoup de choses qui en découlent de cet aspect central-là. Et donc, ce que je conseillerais, oui, ça fait peur de sauter le pas, de se dire qu'on va devoir changer des choses
pour réussir à faire la paix. Mais faut pas hésiter. La peur, c'est un élément aussi qui est là. Faut pas s'arrêter à cause de la peur. Faut pas s'hésiter à s'entourer de professionnels compétents, ça c'est la base. Si vous souffrez pas de TCA, pas forcément besoin que le professionnel soit formé au TCA. Si vous souffrez de TCA, c'est important que le professionnel soit formé, comme ce sont des pathologies complexes. Et il faut pas hésiter, c'est ça, à construire une relation. C'est une alchimie en fait avec les professionnels qui vous accompagnent. Donc faut pas hésiter à. Si le professionnel vous convient pas, il peut être très compétent, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas eu ce petit truc, comme les relations amoureuses, il n'y a pas eu ce petit truc, et n'hésitez pas à changer parce que c'est une relation qui est sur du long terme, moyen long terme. Donc c'est ça. Ça fait peur, mais faut pas hésiter à y aller. Il faut faire étape par étape. On ne peut pas se dire ah tiens, j'ai envie d'avoir une relation en paix avec la nourriture. Du jour au lendemain, on va pas trouver ça. C'est un petit processus qui peut mettre plus ou moins de temps selon la personne, ses problématiques et tout ce qui s'ensuit, son environnement. Et c'est ça, si c'est trop stressant, si ça fait trop peur, si le terrain il est un peu glissant, faut pas hésiter à se faire accompagner. Écoute, merci beaucoup pour les conseils. Et merci beaucoup tout court d'avoir accepté l'invitation. J'étais ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo. 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 Logo.